Captain Paul Bell. Ba-da-ba-ba-down, ba-da-ba-ba-down. Captain Paul Bell. 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 Salut à tous, bienvenue sur le podcast du Premier Cercle. Cette semaine, c'est Radio Paul Bert qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans ses locaux. On va parler d'un univers que tout le monde ne connaît pas forcément, pourtant vous le côtoyez tous les jours. Pour certains, vous lui ouvrez même les portes de votre résidence ou de votre maison. Il s'agit de l'univers des coursiers, plus précisément des coursiers à vélo. On parlera des autres aussi, mais c'est important de le préciser, vous allez vite comprendre pourquoi. Coursiers à vélo, c'est dans ce que nous sommes tous aujourd'hui autour de cette table. Sarah, Nico, Paulin et Simon, bonjour à vous. Bonjour à tous. Bon, vous allez mieux, vous allez comprendre un petit peu le monde de la foodtech grâce à nous, à tous les cinq. Voilà. Donc Sarah, toi, tu es coursière étudiante, plus étudiante que coursière d'ailleurs en ce moment, du coup. Ouais. J'apprécie pas trop la pique, mais oui. Et tu es là depuis presque le début, du coup, puisque tu fais partie de la deuxième génération. On le précisera après, mais voilà, tu es dans les premières coursières sur Bordeaux. Si on veut, quand même. Ouais. Nico Paf. L'expert troller, le sniper des pages officielles de Deliveroo et Uber. C'est vrai, j'ai même mon petit trophée même d'ailleurs. Et c'est ce que j'allais dire, voilà, Ouais. Tu sais trouver les mots en tout cas pour te faire censurer régulièrement, c'était la suite de mon petite explication. Et t'as quand même pu décrocher un petit, c'est quoi, membre premium, c'est quoi sur Facebook Ouais, il me semble que c'était super fan, je crois. Ouais, super fan, c'est ça, Ouais. ok. Paulin, t'as commencé il y a un petit moment toi aussi, je t'ai rencontré à l'occasion d'un petit entretien tous les deux du coup pour un mémoire que t'as consacré au monde des coursiers. Voilà, donc ce mémoire est terminé, t'as acquis pas mal de connaissances avec ça, donc tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Avec plaisir. Et Simon Pralon, le dinosaure, tu es parmi les premiers coursiers de Bordeaux à être encore en activité. Tu bossais pour Foodora principalement à la base, Take It Easy encore avant. Voilà, on en parlera. Et tu roules aujourd'hui pour les coursiers bordelais, c'est Exactement. bien ça. Ok. Voilà. Bon. On va passer à la suite. Non, qui te présente? Ah, qui me présente, oui. Présente-toi. Bien, moi, c'est Johan, tout simplement. Johan, je suis coursier à vélo depuis presque plus de 2 ans. Voilà. Donc, j'ai commencé avec Deliveroo et je suis toujours avec Deliveroo. Je fais un peu de beurre à côté. Je vis de ça à 100%. Voilà. Ok. Et voilà, j'ai créé plusieurs groupes avec d'autres personnes, dont le Premier Cercle, d'où le podcast aujourd'hui ici pour représenter un petit peu la communauté et puis donner des informations de tout ce qui se passe dans la semaine de manière générale via les groupes Telegram, etc. C'est des applications qui ressemblent à WhatsApp sur lesquelles les coursiers se retrouvent et échangent des informations. Donc ça ressemble à des chats et on balance le podcast là-dessus toutes les semaines voilà, pour recenser un petit peu toutes les informations, tout ce qui se passe dans le monde de la foodtech. On va passer à la suite du coup. C'est parti, sur l'origine des coursiers, New York, etc. L'origine des coursiers, du coup, c'est Paulin qui va se lancer dessus, puisque c'est toi qui as le plus de connaissances, je crois. Ok. Je Alors, pense que ça Simon part va d'où pouvoir intervenir aussi un petit peu. Ouais, je sais pas. Il n'a pas On envie de verra. faire des noms. Ok. Bon, alors. Ça commence à New York, du coup. Enfin, Voilà. en tout cas aux États-Unis. Les premiers coursiers, en tout cas référencés, sont des coursiers des États-Unis qui sont apparus dans les années 70-80 à peu près. C'est des coursiers du coup qui roulent dans des petites compagnies de moins de 100 personnes à chaque fois et qui livrent majoritairement des plis pour les bureaux, les trucs comme ça. Ils livrent pas trop de nourriture au début. Hein. Ouais. Et voilà, c'est des gens qui du coup étaient un peu marginaux parce que c'est un boulot qui est dur, enfin en tout cas qu'il était à l'époque, qui était très précaire parce que les gens étaient mal payés. Et donc ça crée tout ça une culture de la course qui se compose essentiellement du coup du fixie. Donc c'est un vélo à pignon fixe qui est très facile à changer ou Peu d'entretien sur ce genre de vélo, quoi. Ça a très peu d'entretien, les pièces coûtent très peu cher, en tout cas là-bas. Et du coup, ça a tous les avantages pour un coursier parce que ça coûte vraiment que dalle pour eux et c'est très facile à changer. Qui se distingue par rapport à ce genre de vélo, justement, où on les voit en ville, on peut remarquer un coursier
Parce qu'il a un certain type de vélo aussi. À New Pas York, c'est forcément, clairement mais, leur style représentatif. Ouais. Ils ont tout un équipement très particulier aussi, qui est du coup les sacs de coursier, Ouais, c'est des sacs en équipements bandoulière un peu, ou les sacs un peu à- street aussi. Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de coursiers qui roulaient en jean, notamment. Mm. Ça se fait toujours. Après, ça a vachement évolué, hein, mais voilà, ça c'est les bases du truc. Mm. Donc ça mélangeait un style très urbain Mm. avec un équipement très technique. Mm. Et on a des compétitions aussi de coursiers qui existent et qui... Exactement, ces Parfait. gens-là, du coup, vu que leur métier est un peu chiant, Ouais. pour se marrer, ils ont fait ce qu'on appelle des allées 4. Ouais. Donc l'allée 4, c'est une compétition qui cherche à reproduire un peu les conditions de travail Ouais. qu'on avait, mais de manière assez ludique, parce que du coup, on a un itinéraire qui est planifié un peu à l'avance, Avec des checkpoints. avec des checkpoints, et après, chaque coursier doit faire son itinéraire pour rejoindre ces checkpoints. Chaque checkpoint fait une épreuve qui peut être représentative des épreuves que nous, on peut avoir en tant que coursier. Ça peut être changer un pneu, prendre un pli, le livrer à tel endroit. Enfin voilà, tout ça. Et après, du coup, la personne qui a le mieux exécuté, c'est pas forcément la plus rapide, mais celle qui a fait à la fois le meilleur temps et le meilleur score dans les checkpoints, gagne ces compétitions. Tout ça au milieu du trafic citadin. Tout ça en plein trafic urbain, souvent très sauvage, parce qu'ils ne demandent pas vraiment l'autorisation de la préfecture, Ouais. tu vois. Et du coup, c'est ça qui est génial aussi, c'est parce que ça fait vraiment des montées d'adrénaline. Et aujourd'hui, ces allées 4, des coursiers du monde entier, Ouais. ils vont. Surtout, du coup, les plus renommés sont aux États-Unis. Après, il y en a aussi en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, qui se développent beaucoup. Aujourd'hui, tu as des coursiers indiens, australiens, qui viennent à New York faire l'allée 4. Enfin voilà, il y a une compétition qui est très renommée au sein des coursiers, et celui qui la gagne est vraiment renommé dans son secteur. Ouais, il y en a une à Bordeaux il y a quelques jours, qui est organisée par Burdigala, Anti-Club et Contrebande et peut-être d'autres encore, qui a eu lieu au niveau des facs, à laquelle j'ai participé. C'était vraiment un régal. J'ai coupé, j'ai mis avion et vibreur. Oh putain. Ok. On a une compétition à Bordeaux qui a existé, qui a apparu il y a quelques jours là, à Bordeaux, donc avec Contrebande, Anti-Club et Burdigala qui ont organisé ça au niveau des facs, à laquelle j'ai participé du coup il y a quelques jours, et c'était vraiment, vraiment sympa de pouvoir après ces heures de compète, parce que finalement tu te retrouves en tant que coursier à te prendre la tête pour essayer de savoir par où passer, etc., avec le stress, le trafic, etc. Et voilà, donc du coup, je fais une petite remarque parce que j'ai fait il y a quelques jours et c'était un petit virage, c'était cool. Il y a également un championnat du monde des coursiers. Et en fait, on a notamment un des coursiers de Bordeaux qui s'appelle Théo. Théo Fator. Qui a fini 9e au championnat du monde des coursiers. Quoi. Il était là. C'était au Canada. Donc les premiers, les mecs qui gagnent, c'est vraiment des mutants. Et voilà, c'est-à-dire qu'on a un mec local qui a fini super bien placé. Quoi. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans ces compétitions-là, du coup, je pense que tu parles des critériums. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont pas coursiers, qui vont dans ces compétitions pour gagner, en fait. Et du coup, tu as vraiment t'as une petite division entre les gens qui sont coursiers et les gens qui sont pas trop coursiers. Je sais pas trop si ça se retrouve dans toutes les compétitions, mais dans les grosses compètes, en tout cas, il y a vraiment cette distinction. Et du coup, tu as un peu la haine si le mec qui est pas coursier gagne, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, c'est des gars qui font quand même du cyclisme et tout, parce que quand t'es coursier, t'as quand même un bagage physique qui est quand même conséquent, parce qu'en tant que coursier à plein temps, juste pour donner un ordre d'idée, je le dis maintenant parce qu'on aura peut-être l'occasion de le redire, mais on fait quoi, 1400 bornes par mois à peu près à vélo, donc ça va très très vite. 100 bornes par jour en moyenne. Ouais, Entre voilà, 80 et 100 bornes. Ça dépend par combien de jour. jours tu bosses, mais C'est ça. Et la grosse différence aussi, c'est que quand tu es sur un championnat du monde, c'est un petit peu institutionnel. Même si ça reste underground, il y a des vrais sponsors. Tu vas voir Red Bull, Cinelli, etc. C'est sur des circuits fermés. Les allées 4 qui se font en ville, là, c'est complètement sauvage, quoi. Le code de la route, il est aboli. Justement, c'est le but, c'est de là, transgresser. En fait, c'est là que pour le coup, les vrais coursiers. Après, tu débranches de toute façon. Il y a, en fait, il y a pas mal de coursiers qui partent du principe que le métier de coursier, alors je veux dire de coursier ou de livreur, est un métier très dangereux, où il y a des risques de mourir. Donc en fait, ils partent du principe que quitte à mourir, autant le faire dans une ambiance festive en fait. Mais cet univers-là, il est hyper underground au final. En tout cas, celui qui est à New York, on l'a un petit peu à Bordeaux aussi avec certains groupes de coursiers. C'est limite punk un petit peu quand même. C'est complètement complètement punk. punk. J'allais dire ça, c'est complètement punk, effectivement. C'est un style de vie très destructeur. Les gens sont très nihilistes. Souvent, c'est. En tout cas, dans ce que moi j'ai trouvé,
c'est des personnes qui ont un comportement plutôt destructeur avec beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, beaucoup de sorties. Beaucoup c'est de vraiment tatouages. des gens, parfois oui, ça peut survenir, mais c'est des gens qui vivent ensemble en fait. C'est des vraies communautés qui se construisent et c'est des liens très très forts, presque familiaux qu'on peut retrouver entre certains coursiers à New York. Bah ouais, parce qu'ils sont peut-être parce qu'il y a d'un côté qui sont mis en marge un petit peu de la société sur le côté financier parce qu'ils gagnent pas non plus des masses. Et puis le fait qu'en fait ils vivent on va dire 20 heures par jour dehors en fait, tu vois, c'est leur ça, job. C'est un peu là tu disais les punks, mais par exemple si tu regardes les mecs en Harley, les bikers et tout ça, c'est des mecs qui sont tout le temps dehors avec leur nana sur leur bécane, qui sont des voyageurs. Donc C'est le même délire. tu vois, voilà, ils sont pas du tout dans l'ambiance jean cravate, emploi de bureau, tu vois. Non, ça c'est clair. Pour eux, c'est pas un job, c'est carrément un style de vie. C'est-à-dire que, moi j'ai lu un travail sociologique de ces coursiers, justement, un gars qui s'est mis coursier aussi et qui pendant 3 ans a vécu avec eux pour faire une étude de l'intérieur. Et le mec disait clairement que, en fait, c'est les gens qui arrêtaient vivaient très mal l'arrêt de ce travail, parce que parfois ils devaient arrêter parce qu'ils avaient des enfants, parce que ils étaient fracassés, parce que c'est quand même un métier très physique. Et puis les ces gens-là accidents vivaient très mal et des fois ils replongeaient un petit peu. Il disait ça vraiment, je replonge. C'est presque une addiction à cet univers en fait. Mais pour faire un peu la voix du dinosaure, parce que je suis un peu du carbonifère moi de cette époque-là, mais en fait même pas. Il y a eu des gens avant moi. Il y a eu juste 3 mois en fait entre mon arrivée dans cet univers et la création sur Bordeaux. Et en fait, quand la première plateforme a ouvert à Bordeaux, c'était Take It Easy, mais Deliveroo avait ouvert genre 15 jours après. Au début, il fallait trouver des gens qui étaient capables de livrer à vélo. Et le créateur de la plateforme, enfin celui qui a ouvert la ville ici, a fait appel aux gens de ce milieu-là, qui étaient Burdigal à Bicycle, les Amis du Pignon Fixe. Et en fait, la plupart de ces gens avaient déjà arrêté quand moi je suis arrivé, quoi. Donc c'est des gens qu'on côtoie des fois dans les allées 4 ou qui sont plutôt dans les circuits des courses de Pignon Fixe. Mais voilà, ces gens-là en fait sont vraiment issus de cette culture-là. Alors du coup, on va pouvoir passer à la suite avec la démocratisation, parce que qu'est-ce qu'il en est de nous aujourd'hui? On parle de ces gens-là, mais finalement on vit la même chose qu'eux aujourd'hui. C'est la démocratisation massive avec les plateformes. C'est parti, jingle. Qui va s'y coller? Démocratisation massive avec les plateformes. On parlait de ces coursiers new-yorkais qui étaient donc très indépendants, très soudés. Aujourd'hui, on retrouve quelque chose de totalement différent, non seulement par le matériel utilisé. On voit des scooters, des voitures, j'allais dire des mobylettes, des trottinettes arriver, de tout. Et puis une communauté qui se dissolve complètement. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ça fait quand même beaucoup de gens sur la route. Et ça à cause malheureusement des plateformes et de cette espèce d'uberisation du métier, quoi. Mais en fait, le lancement de ce truc-là, ça a été assez concomitant en fait. Autant en Allemagne avec Foodora qu'en Angleterre avec Deliveroo ou en Belgique avec Take It Easy. C'est à peu près le même constat. C'est des mecs dans des bureaux qui ont envie de se faire livrer. Et il existe déjà des services de livraison, mais c'était essentiellement ce qu'on appelle de la trash food, quoi. Enfin, c'est de la bouffe rapide, c'était souvent de mauvaise qualité. Et les fondateurs de Take It Easy, enfin, pour celles que j'ai le plus connues du coup, se sont dit on va se faire livrer des trucs très très bons par des mecs très très sympas. Et en plus on va le faire en vélo, quoi, tu vois, ambiance start-up, c'est tout ça. Et donc ils ont lancé ce service-là en prenant vraiment pour le coup les meilleurs restaurants de la ville. Il y avait une vraie sélection. Et il y avait aussi une vraie sélection des coursiers, donc tu avais un truc qui était plutôt quali. Ça a été... Ce qui se perd totalement maintenant, du coup, puisque les gens, je ne sais pas si on s'en rend compte quand on ne connaît pas le monde de la food tech, mais au début, moi j'ai commencé avec Deliveroo. Au début, Deliveroo faisait des restos qui étaient relativement quali. Tu vois le Edmond Pure Burger. Donc voilà, dès qu'ils faisaient des restos. Ouais, mais moi j'ai pas connu. Simon fait des grands signes en mode t'as dit une connerie. Non, mais moi j'ai pas connu Take It, donc je parle vraiment que de ce que je connais là. Mais en vrai, ça pour dire qu'il y avait quand même des restos qui étaient relativement bons, avec une idée ou des choses comme ça, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas ils avaient une certaine notoriété. Aujourd'hui, on livre de tout et de n'importe où aussi, puisqu'on a des restos dont on citera pas le nom.
dans lesquels, quand on s'engage dans l'allée du restaurant, on ne sait pas si on s'engage dans une décharge ou dans un snack, tu vois, genre vraiment. Hein. Il y a des gens qui ont peur la nuit, qui disaient, mais t'es déjà allé à ce resto, t'as vu espèce d'allée, il n'y a pas de lumière et tout. Gros, j'étais là, moi, je savais pas quoi faire, je savais pas si c'était là et tout. Ben si, c'était bien là. Et voilà, ça sent l'essence, enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Et du coup, non, c'est fou de voir ce truc. En fait, je vais vous faire une petite approche en fait, économique du truc. C'est-à-dire qu'à la base, quand tu dois monter un business, c'est vrai qu'il y a le... Comment ça s'appelle ? Qu'il y a tu sais, l'histoire, en gros, le storytelling. On appelle ça le storytelling. Mais ça, c'est juste pour rendre le truc plus sympa. Ok. En réalité, en fait, les mecs, quand ils ont monté le business, ils se posent la question de savoir comment ils vont gagner de l'argent, à qui ils vont facturer le truc, tu vois. Et pour eux, le truc, c'était de se dire, voilà, il y a des restos, on n'a peut-être pas forcément envie de se faire livrer ou quoi, mais comment on va leur soutirer de l'argent ? Et en fait, en leur vendant un service de livraison. Et c'est vrai qu'ils ont surfé sur la vague. Moi, je me souviens en Europe, quand en 2013, 2015, tout ça, quand Tekit a commencé à débarquer, tout ça, il y avait la culture pignon fixe qui débarquait des States en Europe, en fait, tu vois. Donc, ils ont surfé sur cette vague. Et ils se sont dit, voilà, on va leur vendre un service de livraison, en fait, juste pour gagner de la thune facilement. Et en plus de ça, le vélo, je veux dire, c'est un outil qui coûte pas cher. Tu peux prendre vachement de sous-traitants. Il n'y a pas de contraintes réglementaires avec les vélos. Et voilà, après, du coup, ils se sont rapprochés des restaurants quali parce que c'est les restaurants qui font les plus gros tickets clients. En plus, à l'époque de ça, les commandes, il fallait 15 € minimum, tu vois. Donc c'était un budget déjà de base, quoi. Ouais, donc les gens qui commandaient dans des restos quali. En plus, c'était des citadins, en plus, qui étaient assez proches des restos. Donc voilà, pour eux, c'était jackpot. Alors qu'aujourd'hui, on va livrer des trucs qui partent de la Victoire pour aller à Florac et tout ça. Donc les gens ne se rendent pas forcément compte, mais c'est vrai que c'est énorme, quoi. Parce que maintenant que cette culture de la livraison a pris, de la foodtech, vraiment dans l'esprit général des gens, et du coup, maintenant, tu peux faire de la grande distrib. En fait, tu peux faire de la grande distrib et toucher tous les restos. Tout type de consommateurs et envoyer à balle. On peut peut-être expliquer en fait comment fonctionnent ces entreprises et dans l'occurrence aussi pourquoi on livre en vélo. En fait, le principe de ces plateformes, elles font de la mise en relation entre des clients qui veulent commander à manger, des restaurants qui les préparent et des coursiers qui les livrent. Et en fait, voilà, les plateformes viennent prendre une commission. Le modèle de base était 30%. Donc, par exemple, vous commandez un plat à 15 €, il y en a 30% de la commission de ces 15 € qui part à la plateforme. Et sur ça, elle verse une partie au livreur qui est payé selon les différents statuts. Et la particularité, pourquoi est-ce qu'on livre à vélo ? Alors, on peut penser que c'est l'écologie, parce que ça va de pair avec le développement du vélo. En fait, ça n'a rien à voir avec de l'écologie. C'est qu'à partir du moment où vous faites de la livraison, vous devez avoir une capacité de transport. Quand vous livrez en scooter, en voiture, en camion, excepté le vélo. Donc, si on livre en vélo, c'est parce qu'en fait, justement, on n'a pas besoin de capacité de transport. Et donc, on peut faire appel à de nombreuses personnes, puisqu'elles n'ont pas besoin de compétences particulières. Complètement. Et en plus, je veux dire, si tu veux amasser un maximum de sous-traitants, autant prendre le sous-traitant premier prix. Random, tu vois. C'est ça. Et du coup, on a un statut particulier quand on est coursier. On a un statut de micro-entrepreneur qui perdure encore aujourd'hui depuis le début. Il me semble que c'était ce statut-là qui ça a toujours été ça, effectivement. Pourquoi vélo ? On l'a cité, le modèle économique et le concept de l'ubérisation. Ok, on va passer à la suite avec un petit jingle et on va parler de ce que ça a permis et ce que ça a offert aux personnes qui travaillent. Alors effectivement, on rencontre un problème avec cette démocratisation massive, c'est la perte de conscience d'être coursier. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui deviennent coursiers sans s'en rendre compte et qui font ça à mi-temps, qui font ça sans... Comme un petit job d'été au final. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus ? Pour reprendre un peu ce que disait Simon, c'est aussi pour ça qu'on est en vélo. C'est parce que du coup, ça demande très peu d'investissement. Un vélo, ça peut être entre 100 et 500 €, on va dire.
Voire zéro. Pour l'entrée de gamme, voire zéro. Hein, oui, clairement, tu peux commencer avec le vélo que tu as dans le garage de mamie. Voilà, ça demande aucun capital initial. Aujourd'hui, oui, mais avant effectivement, Avant, c'était sélectif. C'est vrai qu'avant, il fallait un vélo de route, un vélo à pignon fixe, en tout cas quelque chose d'un peu classe. On se faisait livrer des trucs bons avec des gens classe. C'était clairement le critère de sélection des premières boîtes. Maintenant, aujourd'hui, ça le demande plus forcément. Et même déjà à la base, pour avoir un beau vélo, on pouvait quand même avoir un pignon fixe pas trop moche pour 150 € grand max. Du coup, voilà, ça permet d'avoir une main-d'œuvre qui est quand même assez colossale. Je crois qu'on a 50 000 étudiants sur Bordeaux, minimum. Ce qui fait qu'il y a quand même déjà pas mal de personnes qui sont intéressées. Puis il y a aussi des gens, notamment dans les premiers coursiers, qui étaient déjà des personnes soit auto-entrepreneurs, soit dans les professions libérales, qui du coup avaient déjà un statut qui leur permettait de faire ça. Ouais, alors, je pense que c'est là d'ailleurs que l'arnaque a commencé. C'est que moi, j'ai commencé avec un vélo sorti de la casse. Donc oui, non, c'est intéressant ce que tu disais sur les gens qui étaient déjà auto-entrepreneurs. Parce qu'en l'occurrence, moi, c'est déjà mon cas. J'avais inauguré un petit peu ce statut dès 2012. Je travaillais à l'époque, moi, dans la communication événementielle. Et on te dit, bon, ce serait bien que tu travailles avec nous. Alors, par contre, ce serait très, 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 très bien aussi que tu deviennes auto-entrepreneur pour travailler pour nous. Donc, on te demande non pas d'être salarié, mais de créer ton statut de petite entreprise pour travailler. Pour des raisons, tu fais plus d'heures, tu as moins de contraintes, surtout de charges patronales pour la boîte. Et c'est vachement plus flexible. Et puis, si on est un peu moins content de toi, c'est beaucoup plus facile de se séparer de toi, quoi. Et donc, les premiers gens qui ont commencé, effectivement, c'est ce que tu disais, il y avait des gens qui viennent du milieu du vélo, et après il y avait des gens qui avaient le profil des vrais indépendants, ce qu'on appelle en fait aussi des slashers, c'est-à-dire c'est des gens qui sont plus réactivité. Moi en l'occurrence j'étais régisseur en événementiel, donc c'est-à-dire que c'est des gens qui ont plusieurs boulots. Tu avais des gens qui étaient caméraman et cyclistes, vidéaste et cycliste. On avait un mec qui était cordiste, qui faisait du travail en bâtiment, au bout des cordes. Voilà. Et en fait, il cumulait comme ça plusieurs boulots. Beaucoup de musiciens également, des gens du milieu artistique. Ouais, moi, je me souviens d'un triathlète même, enfin plusieurs triathlètes qui bossaient en tant que coursier. Effectivement, ouais. Mais après, il y a aussi un truc, peut-être qu'il faut bien que vous preniez conscience, c'est qu'un salarié, par exemple, c'est le droit du travail. Le droit du travail est très réglementé en France. Ouais. Par contre, le statut de micro-entreprise, c'est le droit commercial. Et ça, c'est complètement différent. Et là, c'est un peu la jungle. En fait, c'est deux types de droits vraiment très différents. Et le droit commercial, tout simplement, c'est l'offre et la demande. En fait, il n'y a pas vraiment de... Alors, après, effectivement, ce qu'on appelle les activités libérales, tu sais, les professions libérales, celles-là sont très réglementées. Mais par contre, une activité commerciale n'est pas du tout réglementée. C'est l'offre et la demande. Et du coup, comme il disait Paulin, qu'au début, il y avait des restos un peu quali, tout ça, et qu'au fil du temps, ça s'est dégradé. C'est en fait le but, pour faire de l'argent avec la grande distrib, c'est de prendre un service de luxe et de le vendre à prix discount, en fait. Tu vois, et du coup, c'est ça qu'il y a de bien avec le monde commercial, c'est que du coup, quand tu touches beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs dans le monde commercial, forcément, c'est l'offre et la demande. Et plus il y a de mecs, et plus la valeur du travail, en fait, se casse la gueule, en fait, tout simplement. Ça, c'est le côté négatif et la seconde problématique que je voulais aborder. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des points positifs à ça, quand même, parce que c'est vrai que ça permet quand même à beaucoup de gens, malgré le fait que ça... En fait, c'est à double tranchant, complètement, en fait. C'est à double tranchant. C'est totalement... après, oui, ça peut être des points positifs si tu sais, par exemple, je sais pas, moi, un mec, on lui dit, tu travailles quand tu veux. OK, ça peut être un point positif si le mec est un minimum discipliné et que, voilà. Mais par contre, tu peux vite sombrer, par exemple, dans te laisser aller et au final travailler de moins en moins. Il y a certaines plateformes qui essaient de gérer ça avec des statistiques et etc. Bon, ça, on va peut-être pas détailler ça va être compliqué, mais en gros, qui essaient de cadrer ça. Il y a la question qu'on nous posait systématiquement. Combien ça gagne, combien t'es payé. Voilà, ça c'est le nerf de la guerre, effectivement, quoi. Et là-dessus, il y a eu de vraies évolutions, quoi. Évolution, pas forcément dans le bon sens. Et pas forcément super positives, les évolutions, quoi. Écoutez, je vais en parler. Au tout début, en tout cas, chez Take It Easy, on était tous payés 6 € la course. Donc dès que tu effectuais une course, tu étais payé 6 €. S'il n'y avait pas de course, on avait quand même des minimums qui étaient de 4 courses garanties le midi, je ne sais plus, 6 ou 7 le soir, donc tu avais quand même des tranches horaires. Chez Deliveroo, en l'occurrence, tu avais un paiement à l'heure qui était de 7,50 €, ce qui n'est pas terrible, mais tu avais une petite prime par course qui était de 2 € par course, et selon des systèmes
de notation, tu montais à 3 € par course, 4 € par course. La méritocratie, quoi. C'était une sorte de méritocratie. Et Foodora a repris ce modèle-là ensuite, paiement à l'heure et à la course. Ouais. Et Uber est arrivé, qui a donné son nom du coup à l'ubérisation. Et Uber a par contre payé eux à la distance. Donc tu as en fait, le coursier est Un payé. ratio, ouais. Voilà, tu as un forfait en fait pour la prise en charge de la commande. Et s'il fait une commande course, il n'est pas très bien payé. Et puis s'il fait une commande un petit peu longue, il est beaucoup plus payé. Un coefficient multiplicateur, voilà, c'est Voilà, le mot que je un cherchais. coefficient multiplicateur. Là, c'est juste on va se le dire, c'est 1,30 € au kilomètre. Voilà, c'est le prorata. Parce qu'après, il y a des coefs multiplicateurs, mais ça vient en plus. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a un minimum, un plancher. Simon fait des gestes de la tête, une espèce de mou. C'est complexe. On va perdre les gens, surtout. Même nous, en fait, on s'y perd d'ailleurs. Ouais. Mais voilà, le nerf du truc, ce qu'il faut retenir, c'est quoi ? Take It Easy, c'était payé 6 € la course. Deliveroo a un jour intégré un nouveau contrat qui était de 5 € par course. Et maintenant, en fait, Deliveroo paye maintenant à la distance avec des planchers qui vont en diminuant. 5 €, puis 4,80 €, puis 4,60 €, puis 4,50 € En fonction des villes, ça et en change fonction des aussi, villes, etc. Donc Ouais. il y a des villes où ils sont payés 4,10 € pour les courses minimum. On va reprendre de suite ce sujet dans un instant, puisqu'on va se faire une petite pause musique. C'est parti. La dégradation du coup des prix pour les coursiers. Voilà, je perds mes mots. Effectivement. Sinon, je te laisse continuer. Moi, j'ai connu l'époque où tout était tout beau, tout rose, on faisait des apéros ensemble, on était très bien payés. Mais enfin, ça, c'était le début, si tu veux. En fait, la réalité, c'est que les plateformes ne pouvaient pas fonctionner comme ça. Elles perdaient de l'argent systématiquement sur chaque commande. Donc, il fallait un petit peu rentabiliser le truc. C'est-à-dire faire des économies sur les coursiers, gagner un peu plus sur les restaurants, etc. quoi. Donc on arrête de faire des bons de promotion pour les clients et on arrête tous les bonus, etc. Et écoute, la première évolution vraiment négative dans ce boulot, moi pour le coup je l'ai connu, c'est l'arrêt d'une plateforme. C'est-à-dire que là on est Take It Easy arrêté non pas du jour au lendemain, mais le jour pour le jour même. C'est-à-dire qu'il est 10h du mat, on te dit en fait à 11h il n'y a pas de service et il n'y aura plus jamais de service parce qu'on met la clé sous la porte.
Et là, ça fait bizarre, si tu veux. Là, tu tombes de peu près de 4 étages. L'ascenseur émotionnel, il est très violent. Allez, salut Blaireau. Ouais. Allez, salut les gars. Merci. Et donc, la boîte ferme, en plus en ne payant pas les gens. Donc là, on s'est retrouvé avec 3000 coursiers en France. Il y en avait un peu plus de 300 sur Bordeaux qui ont pas été payés. Avec des ardoises... 500, 1000, 2000, 2500 euros d'impayés. Et puis des drames économiques, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens... c'est impossible de payer ton appartement, enfin des mariages annulés, des vacances annulées. Enfin, c'était très compliqué. Voilà, ça a été un petit peu le début de la fin. Ça rappelle un peu la crise des subprimes aux États-Unis, en fait. Un peu. Voilà. Il y a eu un mauvais move surtout de la part de Techit, apparemment, sans vouloir trop rentrer dans les détails, mais ils se sont avancés sur des projets de rachat, etc., qui ne se sont pas conclus au dernier moment, en fait, au final. Et malheureusement, au niveau timing, ça ne matchait pas du tout. Quoi. En fait, c'est ça, c'est que toutes ces plateformes, que ce soit Take It Easy, Foodora, Deliveroo, Uber, sont à la course, à l'hyper-croissance. Il faut grossir. Et en fait, le but de ces plateformes, c'est qu'il n'y en ait qu'un seul à la fin. Il n'y a qu'un seul eBay, il n'y a qu'un seul Google, il n'y a qu'un seul Facebook. Ou alors s'il y en a, c'est vraiment des tout petits concurrents, quoi. Et il ne peut y en avoir qu'un. Mais le problème, c'est qu'il y en avait plusieurs. Donc, il faut grossir, gagner des clients. Et des investisseurs. Et des investisseurs, et surtout des investisseurs. Et pour donner des petits exemples, pour refaire un petit peu l'historique et la proportion de quoi on parle, la toute première boîte qui s'appelait Toc 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 sur Paris avait levé 500 000 euros. Take It Easy avait levé 15 millions d'euros. Le lendemain de la chute de Take It Easy, Deliveroo a levé 300 millions d'euros. D'accord. Et là, aujourd'hui, on parle d'Uber qui est valorisé à 80 milliards de dollars. On parle. Voilà, c'est à peu près les proportions de ce truc-là, quoi. Mais après Take It, ils ont raté un tour de table, mais c'était au début des plateformes foodtech, en fait. C'était là où c'était très incertain pour ce business model, et donc les investisseurs étaient un petit peu frileux et il fallait qu'ils fassent des choix. Et voilà, ça ne s'est pas porté sur Take It, mais ça s'est porté sur d'autres plateformes. Donc, voilà. Ouais. Et surtout, l'avantage en le faisant avec des auto-entrepreneurs, c'est que là, tu n'as pas de plan social, quoi. C'est-à-dire que merci, au revoir, terminé. Et comment on fait pour être payé ? Vous ne serez pas payé, quoi. Donc, après, là, par rapport aux procédures Take It, etc., il y a eu des côtés positifs pour l'instant. Le dénouement, il se trouve que ça avance plutôt dans le bon sens pour l'instant, dans différentes villes, différents pays même d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres cas similaires apparemment. Tu veux qu'on parle de droit là maintenant ? Attention, parce que là, Simon, on lui fait pas à l'envers. Tu veux qu'on parle de droit ? Bon, on peut parler un petit peu de droit. Effectivement, on est tous auto-entrepreneurs. Alors ça, c'est ce qu'on nous a demandé, c'est ce qu'on a signé, etc. Maintenant, est-ce que dans les faits, on est de réels auto-entrepreneurs ou est-ce qu'on est de faux salariés ? C'est le débat. Ça, c'est le débat. C'est là que c'est compliqué. C'est par où on commence. Tu vois, il y a ce que tu as signé, il y a ce qui est écrit sur le contrat et il y a ce qui se passe dans la réalité. À partir du moment où une plateforme t'oblige à te connecter à certaines heures, t'oblige de porter la veste, contrôle sur une application pour regarder où est-ce que tu es, combien de temps tu mets pour le livrer. Est-ce que tu es réellement un indépendant ? Est-ce que tu n'es pas un salarié ? Et ça, c'est tout le débat. C'est vraiment un jeu d'équilibre sur lequel jouent les plateformes, en fait, au final. Et qu'importe la plateforme, ils jouent tous là-dessus, quoi. Ils jouent tous là-dessus, voilà. Au début, en improvisant un petit peu, parce qu'en fait, c'était complètement de l'amateurisme. Ils n'en savaient rien du tout. Ils ont fait les choses complètement à l'arrache. Moi, je me souviens d'un détail qui m'avait marqué à l'époque, où je croyais un petit peu au début, je croyais un peu en Deliveroo. Tu vois, je me suis dit, bon, c'est une boîte, c'est une boîte normale, de professionnels, tu vois. Et ils nous obligeaient du coup à porter, à être brandés. Ce qu'on appelle brandés, c'est porter les marques, le blouson, la veste, etc. Et d'avoir le logo Deliveroo pendant qu'on shiftait, donc pendant qu'on travaillait sur la route. Et ce qui n'était absolument pas le cas en fait, apparemment. C'était absolument pas le cas et on l'a appris bien plus tard que c'était pas du tout obligatoire de porter. On a signé des contrats commerciaux quand même. On a signé des contrats commerciaux où c'était quand même stipulé dedans. Il y avait des clauses où c'était stipulé, tu vois. Et ça prend le dessus un peu, même petit truc que d'autres choses. Oui et non. C'est ça le prend le dessus au départ, en fait. Tu peux avoir des clauses abusives. Enfin, pas celle-là, ça. mais par exemple celle qui nous demandait de garder le silence à partir du moment où on signait ce contrat. Enfin, qu'on n'avait pas le droit en gros de dire du mal de Deliveroo à partir du moment où on signait ce contrat et à vie. Mais le problème avec ces clauses abusives, c'est que tant que tu portes pas plainte, en fait, En fait, c'est effectivement des contrats commerciaux, des contrats de prestation de service.
mais qui ressemblent quand même vachement à des contrats de travail, quoi. Et ça, en fait, ma seule chose, en fait, pour considérer que c'est un contrat de travail, c'est effectivement faire une action en justice. Voilà. Alors, dans le cas, par exemple, de Take It Easy, comme il y a eu des gens qui ont été lésés, ils ont décidé, non, nous, on veut quand même toucher notre paye de mois de juillet. Ouais, normal. Salaire ou facture, ça dépend si tu es auto-entrepreneur ou salaire. Comment le faire ? Eh bien, il faut faire établir par la justice que le contrat de prestation de service que tu établis en tant qu'auto-entrepreneur avec cette plateforme n'est en fait pas un contrat de prestation de service, mais un contrat de travail. Pour ça, il faut établir une chose qui est importante et qui est tout le lien en fait avec les plateformes, c'est le lien de subordination. C'est-à-dire que le fait que la plateforme n'est pas ton partenaire commercial, mais en fait ton patron. Et donc pour ça, il faut se baser sur en partie certaines clauses du contrat et les éléments de fait. Et en fait, c'est à la justice d'établir... ça pour que ça puisse évoluer dans le sens de... Et une fois en fait que tu peux... si tu réussis à établir que ton contrat de prestation de service est un contrat de travail, à ce compte-là, ça change totalement les choses vis-à-vis de la plateforme, qui du coup se retrouve dans la situation d'une plateforme d'entreprise qui a fermé sans payer ses salariés. Et là, il y a des régimes qui permettent d'indemniser ça. Donc elle s'est mise en faute vis-à-vis du droit du travail parce qu'elle a employé des gens sous un statut qui n'était pas le bon statut. Et en plus, toi, en tant qu'entrepreneur, rétroactivement, tu as droit à tout ce à quoi tu aurais dû avoir droit si tu avais été un salarié. Notamment des congés payés, notamment chômage. On a une espèce de flou en fait là-dessus où on évolue, on travaille, on gagne de l'argent finalement avec un truc, clairement c'est la jungle en fait, parce que du coup, les recrutements massifs, l'agrandissement des zones, etc. Et c'est pour ça que, du coup, je rebondis un petit peu là-dessus sur le fait qu'il y ait des scooters et des voitures aujourd'hui, c'est qu'on recrute de tout de tout le monde, tout type de profil, de gens pas du tout concernés par ce type de métier, mais plus par l'appât du gain, parce que les gens sont d'abord venus pour ça, je pense. Et puis, quand ils voient que tu pars de du centre-ville de Gambetta et qu'il faut que tu ailles livrer au niveau de la rocade à Aisine, tu vois, par exemple, forcément, le mec qui fait pas du vélo, il tire la gueule, tu vois. Donc, forcément, il prend son scooter ou sa voiture pour la livrer au final. Mais, par exemple, toi, je vais revenir un peu en arrière, mais toi, Simon, qui était concerné justement par ces actions en justice, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si un coursier est reconnu comme étant un salarié déguisé, est-ce que la jurisprudence, du coup, s'applique pour tous les prestataires de la plateforme ? Oui et non. En fait, c'est un terme juridique, jurisprudence. Ouais. Jurisprudence, c'est une décision de justice qui s'est appliquée dans ce qu'on appelle un cas d'espèce, c'est-à-dire une affaire, quoi. Et en fait, une autre juridiction dans une autre affaire peut se baser sur cette décision pour prendre elle-même une décision. D'accord. Si la décision est vraiment équivalente, par exemple, si c'était Take It Easy dans une autre ville, dans les mêmes rapports, peut-être qu'il la suivra, la jurisprudence, mais peut-être qu'il ne la suivra pas. Après, par exemple, si ça concerne une autre plateforme dans une autre ville avec d'autres statuts, etc., il y aura aussi des circonstances différentes. Donc, ça veut pas être... En fait, le principe, c'est que c'est pas une décision de justice ne fait pas figure de loi et ne s'applique pas automatiquement à tous les autres cas, etc. Ouais. D'accord. Ok. On va passer à la suite avec la création des conversations de messagerie, tout ce qui a trait à la communauté avec les associations, les syndicats, etc. C'est parti, jingle. La communauté, comment est-ce qu'elle vit, comment est-ce qu'elle communique, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que ça a évolué au fil du temps. On avait des groupes officiels quand je suis arrivé via donc Telegram, l'application dont je parlais qui ressemble à WhatsApp, donc c'est un chat via une application sur téléphone, où on avait un groupe officiel Deliveroo par exemple qui a complètement disparu, qui est totalement fermé maintenant, et d'autres groupes qui ont émergé, BSB, Premier Cercle, d'autres trucs comme ça, et qui font que la communauté perdure à travers ce genre de chat et où les informations s'échangent, etc. On avait aussi les restaurants, devant les restaurants. Quand on attend devant les restaurants, on échange entre nous. Donc il y a le côté physique, le côté virtuel. Est-ce que vous avez des petites choses à dire là-dessus ? Au début, effectivement, tous ces trucs-là, ça relevait du community management, quoi. Ouais. Tu avais une plateforme qui organisait en interne la communication avec ses partenaires. Mais c'était vraiment comme dans une boîte, si tu veux, quoi. Donc c'était soit une messagerie, soit un groupe Facebook, etc. Et ça existait chez Take It Easy, ça existait chez Deliveroo. Sauf que quand ça a commencé à grincer un petit peu,
avec des suppressions d'anciens contrats, des dégradations des conditions, les plateformes se sont quand même rendues compte que, elles pouvaient faire des fautes justement en laissant passer des informations qu'elles ne devraient pas laisser passer, et elles se rendent compte aussi qu'elles mettaient en place des instruments qui pouvaient du coup se retourner contre elles. Donc ça ne rapporte pas d'argent et ça peut se retourner contre elles, autant le supprimer, quoi. Et du coup, voilà, les messageries sont passées plutôt en autogestion, quoi. Ouais, complètement. Le truc, c'est que ils ont créé ces communautés au début dans une véritable, comme tu disais, culture d'entreprise. Le but, c'était de se sentir livreur Take It Easy, livreur Foodora. Pourquoi ? Première raison, pour pas aller chez le concurrent. Parce qu'on était libre de travailler pour plusieurs plateformes différentes tant qu'on le faisait pas en même temps. Bon. Après, voilà, Take It Easy est tombé, Uber est arrivé. Donc, on s'est retrouvé dans une situation plus concurrentielle et on a dû étendre les zones, ce qui fait qu'on s'en fichait de plus en plus de cette culture d'entreprise, d'autant qu'on a appris petit à petit qu'on n'avait plus forcément l'obligation d'être sous un même uniforme, donc il y avait moins d'instruments coercitifs, de pression sur les coursiers. Et ça les mettait aussi en danger après les procès que Take It Easy s'est retrouvé collé. Donc, il fallait pour eux avoir un cadre interne moins strict et donc enlever ces instruments communautaires pour supprimer en fait cette subordination qui pouvait apparaître, le fait que on essayait d'avoir des salariés sous un autre statut et pas des auto-entrepreneurs qui vivaient par eux-mêmes. Donc on les a laissés se gérer après. Ouais, c'est ça. Et puis il y a un côté important aussi pour les plateformes, c'est de découdre un peu la communauté. Enfin, en tout cas, c'est un deuxième point, je pense, qui n'est pas négligé par les plateformes. C'est le fait de dissoudre un peu toute cette masse qui fonctionne ensemble, etc. Ça casse le contrepoids. En fait, voilà, entre parenthèses, c'est même une notion juridique, en fait, dans la reconnaissance, en fait, justement, de ta relation, non pas d'entrepreneur, mais de salariés. Il y a ce qu'on appelle l'intégration à un service organisé. C'est une notion. Et si effectivement tu as une messagerie où tout le monde est groupé, où tu es en lien avec un chef de bureau ou un chef coursier, etc., mais effectivement, tu es dans une logique d'un service organisé. Donc il vaut mieux te mettre dans un système où tu es soi-disant indépendant, de gré à gré, avec une plateforme, comme si le petit étudiant de 18 ans pouvait être en gré à gré avec Uber. Et après, ils ont intégré cette notion de communauté. Voilà, il existe une communauté dont tu as bien parlé, Paulin, tu as fait un beau travail là-dessus, mais Uber et Deliveroo parlent de communauté des bikers, communauté des coursiers. Et même c'est paradoxal. Chez Uber, ils l'ont même étendu à l'ensemble des utilisateurs du service Uber. C'est-à-dire les restaurants c'est récent, ça. Et les clients. Incroyable. C'est une mise en relation entre consommateurs, restos et livreurs. Mais ça, ce qui est marrant, c'est qu'on est vraiment passé du statut de patron un peu paternaliste qui te fournit un peu ton matos, même il nous fournissait jusqu'à la batterie externe ou le briquet, quoi, s'il te plaît, chez Foodora, au truc ultra libéral où c'est toi qui te débrouilles, t'as ta communauté et effectivement tout le monde fait partie de la communauté. Comme ça, il y a plus vraiment de communauté au final à en créer une comme ça tellement étendue qu'il n'y a plus de lien qui est possible entre eux. Déjà il n'y a plus d'embarquement. Avant il y avait des embarquements entre guillemets, c'était des genres de petits réunions d'information, des petites réunions d'information dans lesquelles on avait une personne qui nous présentait le métier. On était je sais pas une dizaine de coursiers, enfin de nouveaux coursiers arrivés et on avait donc les infos sur comment ça allait se passer, etc. Enfin on avait un lien. Aujourd'hui ça n'existe plus ça du tout dans n'importe quelle plateforme, quoi. Le coup de la communauté, moi j'aime bien parler des définitions. C'est au départ effectivement tu as un groupe de gens, je sais pas comment tu définis le terme communauté, mais à partir du moment où ils l'ont dissous, déjà ça n'existe plus. Mais là c'est pire que ça, c'est qu'ils font tout dans les faits pour t'isoler, mais ils parlent de communauté. Enfin c'est un peu 1984 quoi. Ils ont totalement, parce qu'en fait on le retrouve partout dans ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, ce qu'on appelle les chartes de bonne conduite, et ça c'est utilisé partout en fait, et c'est pour ça qu'Uber en fait a pondu la charte de bonne conduite de la communauté Uber, donc des restos, des livreurs et des clients. Je crois que tu en avais parlé dans un ancien podcast, que juridiquement une charte ça valait rien du tout en fait. C'est hyper intéressant de dire ça. Il existe en fait déjà tu as en fait une hiérarchie des règles de droit, tu vois, la constitution, les lois, les décrets, etc., le contrat. Et qu'est-ce qu'une charte ? C'est une règle de droit, mais qui s'applique à
entre gens, mais c'est de bonne volonté, si tu veux. Si tu veux pas appliquer la charte, c'est en interne. C'est complètement en interne. Ça ne relève pas du droit. Du coup, tu peux pas poursuivre quelqu'un en justice pour non-respect de la charte. C'est en interne, en fait. Donc, carrément. Tu peux te faire renvoyer, mais... Voilà. Et c'est pour ça que c'est ouf qu'ils t'en envoient des chartes, mais à tout va, tu vois, en pensant... Après, je pense qu'il y a des gens, justement, qui s'y connaissent pas forcément en droit et qui se disent, c'est la charte, il faut la respecter, tu vois. C'est dangereux parce qu'on peut se faire renvoyer, tout simplement, si on respecte pas ça. Donc t'es obligé, tu renvoyer, tu respectes. On peut voir le contrat rompu. Oui, voilà, on s'est pas renvoyé, on n'est pas des salariés. On se fait rompre notre contrat, c'est ça. Mais du coup, ce truc-là est vachement attaquable en justice parce que si on utilise cette charte de manière coercitive, ça veut dire que ta charte, c'est pas en règle juridiquement, c'est pas une charte, c'est-à-dire que c'est un contrat. Voilà, mais ça, voilà, ils utilisent ces termes justement pour essayer de se baser au maximum totalement en dehors du droit. En fait, ils inventent leur propre droit, quoi, tu vois. Et les syndicats, où ils sont dans cette histoire? Avant de parler de syndicats, on peut peut-être parler de collectifs. Ouais. En tout cas, sur Bordeaux, ils étaient là avant. On avait le collectif des coursiers bordelais qui avaient été les premiers, je pense, à ouvrir le dialogue, tu m'arrêtes si je me trompe, avec les plateformes et qui avaient obtenu des choses intéressantes, notamment avec Deliveroo, parce qu'au départ, on était obligé de travailler avec le gros cube insupportable. Et ils ont réussi à obtenir des plateformes que chacun puisse travailler avec des sacs adaptés, mais ses propres sacs. Pour en parler rapidos du collectif, en fait, il a été créé le lendemain de la chute de Take It Easy, en fait, pour fédérer l'action en justice contre Take It Easy. Et surtout, tu en parlais d'appartenance à une boîte. Quand tu travaillais pour Take It Easy, tu n'étais que pour Take It Easy, et les mecs de Deliveroo, tu ne travaillais que pour Deliveroo. Il n'y avait pas de transfert, quoi. Et surtout, on ne se parlait pas, quoi. Il y avait une espèce de guerre. C'était et du coup, on a créé ce collectif. On a dit, putain, mais si on se parlait, déjà, on travaille maintenant tous dans la même boîte parce qu'il n'y a plus que Deliveroo. Et si on se parlait un petit peu entre nous et qu'on décidait de mettre un peu de ménage là-dedans. Effectivement, c'est ce que tu disais, Sarah, c'est que le cube et la veste étaient obligatoires. Et le cube, cette espèce de truc, on appelle ça le frigo, le four, le coffre-fort, mais tout sauf un sac, si tu veux. Ça fait 3 kilos, ça te pétait le dos, t'avais une prise au vent. On a dit non, mais c'est mort, nous, on veut pas porter cette saloperie, quoi. Et donc, il y a des collègues qui sont allés négocier, on a dit, c'est mort, à Bordeaux, nous, on portera plus le cube, quoi. C'était une des premières... Et le collectif, voilà, c'était un truc qui était un petit peu informel, en fait. C'était sur la communauté, mais ça suffisait pas. Petite précision rapide par rapport au sac, au cube. Les gens qui me disent, moi j'ai pas le cube du coup, j'ai un vrai sac de coursier souple dans lequel je mets des pizzas. Quand les pizzas arrivent en vrac, c'est pas la faute du sac que je c'est pas parce que j'ai pas un cube que je livre mal les pizzas, c'est les pizzas qui sont mal faites. C'est pas les pizzas qui sont mal faites, c'est peut-être ta position sur le vélo. Non, c'est pas ma faute. Non, ta position sur le vélo. Non, l'explication c'est que la pizza est trop chaude en fait quand ils nous la donnent, ce qui fait qu'en fait les ingrédients dessus n'ont pas le temps de geler. Non mais voilà, et du coup la pizza coule au moins de mouvement. Et c'est logique, on est coursé, effectivement oui, ta posture doit pas aider, comme le dit Sarah, parce que on est tous un peu voûtés sur nos vélos de course. Ça s'appelle l'aérodynamisme. C'est de l'aérodynamisme, je suis complètement d'accord avec toi, mais du coup ton sac n'est jamais vraiment totalement droit. Impossible. Et j'ai comme toi un sac qui me permet de livrer des pizzas dans le dos. Du coup je les mets à la verticale. Et du coup pour en parler des collectifs, en fait donc ce truc là existait. L'avantage du collectif, c'est que c'est local, c'est très facile à monter vu que c'est informel et que tu as des résultats très rapides parce que tu peux discuter, etc. Mais par contre, c'est moins artisanal parce que tu n'as aucun réseau, etc. Et là, on a des résultats très rapides, mais on atteint aussi très très vite le plafond. C'est-à-dire que quand tu veux faire des choses un peu plus concrètes, la plateforme te dit « Ah non, mais vous n'êtes pas représentatif, vous êtes personne, non, on ne parle pas avec vous. » quoi. Donc c'est là que le syndicat s'est créé. À la base, alors c'est vrai que ça a changé depuis la loi travail, mais à la base, le syndicalisme n'était pas du tout reconnu dans le droit commercial. C'était uniquement dans le droit du travail, en fait. Donc, c'est pour ça que quand on avait fait une manif et qu'on attendait les représentants de Take It à la Bourse du Travail, on les a attendus longtemps. De Deliveroo, tu veux dire. De Deliveroo, ouais. Les mecs sont jamais venus parce qu'ils savaient qu'un syndicat, ça n'avait aucune valeur juridique. Ouais, me reparle pas de ça, c'était l'enfer ce jour-là. Non, parce que pour l'anecdote, ils avaient carrément appelé les flics en leur disant qu'on allait débarquer, brûler leur bureau, que non, on les attendait tranquillement à la Bourse du Travail, et on savait qu'ils allaient pas venir et fin de l'histoire, quoi. Oui, on a fini par créer un syndicat avec d'autres personnes, notamment Arthur Hay, le secrétaire général, parce que justement, comme tu l'as si bien dit Simon, le collectif dans lequel j'ai pas fait partie, j'ai juste beaucoup entendu parler de ce qu'ils ont fait et de comment ils fonctionnaient, avait ses limites. C'est-à-dire que quand on discutait avec les plateformes, à un moment, ils leur riaient facilement
complètement au nez parce que vous êtes juste une bande de gens, ok, qui discutent ensemble et qui disent ouais, pas content, et ben c'est cool, d'accord. Et du coup, Arthur a été chercher le soutien de la CGT notamment, histoire de pouvoir faire davantage contrepoids vis-à-vis des plateformes. Le problème, c'est qu'on a toujours cette problématique de la localité vis-à-vis du national et vis-à-vis de l'international. C'est-à-dire que quand on s'adresse à la localité, elle vous dira, écoutez, nous, on gère pas grand-chose, c'est Paris. Quand on s'adresse à Paris, ils vous diront, écoutez, nous, on gère pas grand-chose, il faut s'adresser à Londres. Okay, c'est ce qu'on appelle des planqués, en fait. Voilà. On appelle ça des planqués, quoi. Non, j'appelle ça du foutage de gueule. Donc, du coup, au début, on a essayé de discuter avec Bordeaux à notre échelle. Et on s'est rendu compte que ça ne servait pas à grand chose parce que même quand ils nous envoyaient des gens de Paris, au final c'était juste des gens qui étaient là pour parler dans le vent et on n'a pas de temps à perdre. Du coup on a fini par s'organiser à l'échelle nationale avec du coup le syndicat de Bordeaux et différents collectifs dans les différentes villes pour pouvoir organiser un peu avoir des revendications communes et avoir un peu de poids peut-être. Avoir un vrai poids, avoir des vrais réseaux médiatiques. Ouais. Et parler d'une même voix. Histoire d'avoir davantage de poids et ne pas s'embêter de multiples interlocuteurs. Et du coup, on a discuté avec Paris directement, et puis pareil, on donnait ils nous ont un peu baladé. Et du coup, comme l'échelle... Ça vient du Brexit, ça vient des Comme l'échelle nationale n'a pas fonctionné encore une fois, cette fois-ci, là je suis plus trop... je suis le truc de loin, mais cette fois-ci, maintenant, on s'organise à l'échelle internationale, du coup, avec un interlocuteur par pays, pour avoir une organisation, du coup, à l'échelle de l'Europe, et pouvoir directement discuter avec chacune des plateformes sans avoir à questionner chacun des pays. Il faut mondialiser le syndicalisme, en fait. C'est chiant, oui, mais c'est ça, malheureusement, on n'a pas le choix. Pour resituer le contexte, en fait, la création de ce syndicat, elle est intervenue quasiment un an, jour pour jour, après la chute de Take It, parce que Deliveroo avait à l'époque un contrat qui était un paiement à l'heure, 7,50 €, 2 € la course, qui n'était pas la folie, mais qui permettait d'avoir des minimums. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde coûte de l'argent, ils n'avaient pas intérêt à mettre trop de gens. Ils ont décidé d'imposer... Donc ils avaient intégré d'abord un contrat à la course, qui était de 5 € la course sans minimum, et ils ont décidé à un moment de le généraliser. Donc le type de communication, je parlais 1984, c'est exactement ça. Ils te disaient, la communication de Deliveroo, la majorité des coursiers ont maintenant choisi le nouveau contrat. Mais en fait, non, ils n'ont pas choisi, c'est juste que c'est le seul en fait, que tu peux signer. Ouais. Et donc, en ce jour du 27 juillet 2017, je m'en souviens très bien, on a tous reçu un appel. Bonjour Simon, nous te proposons le nouveau contrat de Deliveroo, etc. Je fais, ton nouveau contrat va te faire foutre, j'en veux pas. Ah oui, mais alors du coup, en fait, on va mettre fin à ton ancien contrat d'ici un mois, tu vas recevoir un préavis, mais je te préviens parce qu'on est quand même sympa, voilà, tu vas le recevoir, donc on te propose un nouveau contrat. C'est écrit dans le contrat qu'on a signé, ils doivent nous donner un préavis d'un mois en fait. Voilà, mais ils le font par téléphone quand même, parce que quand Deliveroo a quelque chose à t'offrir, ils t'écrivent, quand ils ont une mauvaise nouvelle, ils t'appellent. C'est passé à peu près comme ça. Et donc en fait, on s'est tous fait virer par téléphone, avec l'obligation, si on veut continuer, de signer un nouveau contrat qui était à l'époque quand même vachement moins intéressant, quoi. Et effectivement, là, tu te rends compte que tu es complètement impuissant vis-à-vis de la plateforme, tu es en gré à gré et ils font vraiment ce qu'ils veulent de toi. Et, vous savez que les derniers contrats des livreurs Deliveroo, là, même les employés de chez Deliveroo n'étaient même pas au courant. Énorme. Ils n'étaient même pas au courant, ils ont découvert le poteau rose quand il y avait eu des histoires de caution, non remboursées, tout ça. Je rebondis sur ce que tu disais, Simon, mais cette claque, on l'a eue du coup encore un an après, donc l'été dernier, avec des contrats qui étaient encore moins bien. Et pareil, là, ils ont forcé toute la flotte d'un coup. C'est-à-dire que d'un coup, ils t'ont dit, ok, maintenant c'est la tarification à distance. On est sympa, on vous laisse tester pendant un mois. Et du coup, toi, t'as pas forcément envie de faire le test, mais ok. Et à la fin du test, t'es un peu obligé, entre guillemets, de choisir ce contrat parce que les zones sont tellement étendues qu'à 5 €, tu t'y retrouves pas. Et en plus, t'as pas leurs fonctionnalités qui étaient ça. Là, je rentre dans les détails, mais en gros, il y avait des fonctionnalités qui étaient intéressantes et qui ne donnaient qu'aux gens qui acceptaient cette tarification. Donc ce forcing on l'a eu, mais à l'échelle de toute la flotte, c'était suivant et c'était c'était des manières détournées quoi en fait. Oui, il y a les fonctionnalités dans l'application. Il y avait, je me souviens, ils avaient mis les livreurs entre eux en guerre parce que tu avais des mecs qui voulaient pas prendre ce nouveau contrat. D'autres qui étaient en test sur ce nouveau contrat et ils avaient lâché des billets, le prix des courses, je me souviens, les premiers mois étaient énormes, quoi. Et ils disaient, mais ouais les gars, mais prenez le nouveau contrat et tout, regardez, on gagne bien notre vie et tout. Il fallait pas être crédule, c'était clairement une carotte pour appâter. Mais ça a marché, hein. Oui, mais ça a marché. Ça a marché en plus. Ça a marché. Et une fois que toute la flotte avait signé, allez hop,
Et ça, tout a chuté. Ça a été une grosse escalade dans la violence, mais on est passé sur des stades encore plus graves au mois de janvier. Moi, en tant qu'ancien et oiseau de mauvais augure, quand je voyais les dégradations, je me dis mais jusqu'où on va plonger ? On va finir par avoir un mort. Il va falloir qu'il y ait un mort pour que les choses changent. Il y en a Merci déjà eu Simon, plusieurs. je voulais enchaîner là-dessus parce qu'effectivement, il y a eu des problèmes. Et ça change pas. Voilà. Et en fait, il y a eu un ou deux morts à l'étranger, je pense aux États-Unis, en Italie, machin. 4. Cette semaine, là, c'est Alors, vraiment... cette semaine en particulier, mais à l'époque, départ, effectivement, oui. il y en avait eu un à Londres, il y en avait Ouais. aux États-Unis. Alors, Bordeaux, on a toujours été un peu précurseur, hein, déjà sur les lancements de plateformes, sur la création du collectif, sur la suppression du CUP, sur la création du syndicat. Mais malheureusement, on a aussi été précurseurs dans le fait qu'il y a eu le premier décès à Bordeaux, quoi. À Pessac, ouais. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler les circonstances, enfin, si on... Si tu veux. Dans tous les cas, elles sont obscures en fait, hein, parce qu'on n'a jamais vraiment su. Pendant que le mec shiftait, bossait, il s'est retrouvé à Pessac, donc dans des zones Voilà, c'était dans une zone industrielle. Ouais. Voilà, exactement, avec peu d'éclairage ou pas. D'ailleurs, on sait pas exactement où c'était. En tout cas, ce qui est sûr, Non, mais c'est c'était que, l'après-midi. C'était l'après-midi. C'était un accident, C'était une zone industrielle et puis voilà, il s'est fait renverser. Voilà, donc en fait, il y a 3 ans, on commence par des gens qui sont expérimentés à vélo, qui vivent en centre-ville, dans des zones qui sont pour ça. Et on finit par avoir, en l'occurrence, un jeune qui s'appelait Franck Page, parce qu'il faut quand même mettre un nom des fois sur la personne. On se retrouve avec un petit jeune de 18 ans qui a peut-être pas la même expérience. C'est facile de dire que tout le monde sait faire du vélo, que ça s'oublie pas. Non, en fait, il y a des réflexes en vélo que tu t'apprends. Donc on se retrouve avec un jeune de 18 ans qui a une application Uber, parce que c'était le cas en l'occurrence. Avant d'accepter la commande, tu sais pas où est-ce que tu envoies. Donc il se retrouve envoyé sur une zone d'insertion. Peut-être qu'il ne connaissait pas la notion d'angle mort, etc. En gros, je crois que l'histoire, c'est qu'il s'est mis dans l'angle mort du camion. Et en fait, il s'est fait renverser par le camion et traîner sur une certaine distance. Le truc qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que courser, c'est un métier qui est extrêmement, mais vraiment extrêmement dangereux. Moi, quand je bosse dans la journée, je bosse 7-8 heures, on va dire. Je sais que je manque de me faire tuer, mais vraiment, en mode, il y a un mec qui te fait un coup que tu ne peux pas prévoir au moins 1 ou 2 fois dans la journée. C'est pas plus, quoi. C'est un piéton, c'est un autre cycliste. Et ça fait partie du job, en fait. C'est juste qu'il y a des paramètres qui ne sont pas anticipables et qui font que tu continues ce métier parce que tu arrives à être bien positionné par rapport à la route et à anticiper un minimum ce genre de truc. Si t'as pas de cicatrice, t'es pas coursier. Hein. Ah oui, clairement. J'en ai pas. Qui autour de cette table n'a jamais eu d'accident pourtant J'en ai. On peut, autour de nous, des petits exemples. Hein. Nico, t'en as pris des gamelles, toi, ou des trucs assez graves? Ouais. Et tu peux pas en parler. C'était la question qui... Non, mais genre des exemples. Après, bien sûr, disons qu'après, avec le temps, tu t'affûtes tes réflexes, tout ça. Mais bref, ça n'empêche. Non, moi, une fois, je sais pas, je te raconte une anecdote, mais j'ai eu un accident sur une livraison. Je double un véhicule et au moment où je le double, la femme m'avait pas vu en fait et elle a entamé son demi-tour sur la route. Pierre, l'autre jour. C'est ce que j'allais dire. Et Paulin, tu as eu un accident il y a pas plus tard que la semaine dernière. Pareil, une voiture qui sort de son parking, qui me voit pas et que je prends à 35 km/h. On est dans des conditions d'incertitude permanente. Ce qui fait que même en ayant les meilleurs réflexes du monde, même en étant le plus attentif, il suffit qu'on lâche l'attention 10 secondes. Il suffit que le mec en face relâche son attention 10 secondes. On se le prend ou on le frôle de peu et ça arrive plusieurs fois dans la semaine à un point que des fois ça fait une charge mentale qui est ingérable et que de plus en plus de personnes arrêtent pour ça. On est des travailleurs de rue, hein, donc la rue c'est violent. Pour le coup, moi j'ai une anecdote pas rigolote. Hein. Moi j'ai un mec qui a sorti une arme à feu carrément. Quoi. Il y a quelques mois, il y a 1 ou 2 mois là. Il y a 1 mois et demi de ça. Un bête accrochage de rue, un mec super violent parce que t'en as 1 sur 10 000, mais il suffit qu'il soit énervé le jour où t'es là sur la route, le mec sort une arme à feu. Sans compter ceux qui utilisent leur voiture comme un bélier sur toi, les incivilités, etc. T'es en danger permanent tous les jours. Non, on est sur Discord régulièrement. Discord, c'est une application via laquelle on communique de façon... on parle ensemble comme des talkie-walkie, etc., comme une CB. C'est un chat vocal, Voilà. Et donc, on a un petit groupe à être connecté là-dessus régulièrement dans la journée. Et on a tout le temps un gars qui va s'embrouiller dans l'heure avec quelqu'un qui a fait de la merde. Et c'est obligé. Hein. C'est impressionnant pour ça. Voilà. Ouais, si je peux donner un petit peu mon avis sur ça, c'est que moi, aujourd'hui, je trouve que... en tout cas, nos rémunérations ont diminué au fil du temps. Ça, c'est quelque chose qu'on peut tous constater facilement en regardant ses revenus. Et je trouve qu'aujourd'hui,
ce qu'on touche en étant coursier à vélo ne nous permet pas de se prémunir de ce risque-là. Il y a 1 an ou 2, oui, on pouvait, moi en tout cas, je tolérais le fait de pouvoir avoir un accident au vu de ce que je pouvais toucher. Aujourd'hui, avec des rémunérations qui s'amenuisent, notamment là avec l'arrivée de l'été, les gens vont moins commander, on va être plus de coursiers. Aujourd'hui, ça me paraît très risqué d'avoir un accident et voire même ça ne vaudrait plus le coup en fait de rouler. Sarah. J'aimerais juste rappeler qu'au départ, quand on avait d'ailleurs commencé à fonder le syndicat, etc., on avait souvent cette phrase qu'on se disait, il faut vraiment qu'il y ait un mort en fait pour que les choses bougent et que les choses changent. Et finalement, on l'a eu, notre mort, c'est très glauque ce que je dis, mais il est là, c'est arrivé et ça n'a rien changé et ça continue. C'est-à-dire que vendredi dernier, on a encore une personne qui a 19-20 ans qui est décédée dans les alentours de Paris, à Champs-sur-Marne, et les gens ne sont même pas au courant en fait. C'est-à-dire que maintenant, on s'en fout. C'est pire, c'est que les gens s'en foutent. C'est la société de consommation. Tu peux mourir dans la rue. En fait, c'est ce que je dis des fois en plaisantant de manière cynique. On est socialement au niveau des rats et des pigeons, quoi. Mais ça se retrouve aussi avec l'évolution des plateformes. C'est-à-dire qu'au début, dans les premiers mois des plateformes, on était des prénoms. Aujourd'hui, on est un numéro de biker sur Deliveroo. Et c'est-à-dire qu'il y aurait eu un mort. C'est ça. Il y aurait eu un mort il y a 2 ans. Je pense que ça aurait eu beaucoup plus d'impact parce que la communauté était beaucoup plus restreinte. On se serait très vite mobilisé. Aujourd'hui, on est plusieurs milliers de coursiers sur Bordeaux. C'est un numéro quelconque qui a disparu de la circulation, mais que personne ne connaissait. Voilà. Et puis, on a aussi un truc qui est important. On parlait du coup du fait d'être de cette communauté qui se désolidarise, mais le fait aussi que les zones de livraison s'agrandissent fait que ça disloque complètement aussi, parce qu'avant on avait des petites zones avec des restos qu'on connaissait bien, devant lesquels on se retrouvait parce qu'on attendait devant, ou des points de ralliement parce qu'il n'y avait pas de commande, etc. Aujourd'hui tout ça n'existe plus ou quasiment plus, on les voit faire dans la Fargue, mais tous les autres points qu'il y avait, ou bref, c'est vraiment compliqué d'arriver à entretenir cette communauté physiquement en tout cas. Elle se dilue. Complètement. Tu finis à livrer dans des zones qui sont pas du tout des zones adaptées pour le vélo. C'est ce qui conduit à l'accident de Franck Page, c'est que tu finis par être dans des zones de contact avec des camions. C'est ça. Alors là, on parle de communauté. Alors il y a cette communauté de gens qui se reconnaissent entre eux parce qu'ils ont les codes, etc. Parce il doit y avoir, 150 personnes qui travaillent tous les jours. Puis après, tu as les milliers d'autres. Mais c'est pas une communauté, parce qu'à partir du moment où c'est des gens qui ont été recrutés par Uber ou Deliveroo, et en fait, c'est des gens qui sont tous en concurrence les uns des autres pour choper les commandes, les places sur les plannings, etc. C'est à partir du moment où tout le monde a des intérêts complètement opposés, à quel moment c'est une communauté. Mais eux, ils appellent ça une communauté, par contre. On va enchaîner, une petite pause. Non. Pas de petite pause. Si tu veux. Petite pause. Petite pause musique, c'est parti.
Sarah, je te laisse poursuivre du coup avec les risques du métier. Du coup, alors, avant la pause, j'ai voulu juste développer certains points qui pourraient expliquer pourquoi les gens prennent des risques quand ils roulent. Il y a des raisons qui sont diverses et variées. On pourrait citer notamment, par rapport à ce que disait Paulin tout à l'heure, le fait qu'on doive rouler de plus en plus vite, de plus en plus fort, on va dire, parce que les zones s'étendent, parce que les restaurants sont différents, enfin, sont plus éloignés, les clients plus éloignés, etc. Les Bon, ça, prix baissent. ok, on est d'accord. Je veux bien. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a le fait aussi, et ça c'est systématique, que chez les coursiers, chacun nie la prise de risque qu'il prend. C'est-à-dire que chacun, quand il va rouler, te dira « Ouais, je roule vite, oui, je fais des écarts, mais je maîtrise le risque que je prends. » Et pour une personne extérieure, oui, je vise tout le monde. Ça, Et pour une personne extérieure, le risque qu'on prend est complètement démesuré. C'est-à-dire que rien qu'hier, je roulais avec un pote et il avait une façon de rouler qui était, il roule vite et roule fort. Ouais, mais je sais Et peu importe. Et du coup, on dira pas le nom. pour moi, il prend du risque et je lui dis, tu prends du risque. Ok, 5 minutes plus tard, il me fait, Sarah, tes freins, ils sont morts en fait. Et je me rends compte effectivement que mes freins, ils sont pas ouf, mais j'ai pas fait exprès. Et pour moi, j'avais pas l'impression de prendre un risque au départ. Ouais. Et pareil, quand je roule avec des gens qui ne sont pas forcément coursiers, ils vont me dire, écoute, Sarah, ce que tu fais, c'est super dangereux. T'as pris un croisement sans avoir les mains sur le guidon. Je dis, oui, mais j'ai rien entendu passer. Enfin, c'est normal. Enfin, la prise de risque, le niveau de prise de risque est différent. Enfin, on n'a pas tous le même curseur et on se rend pas compte quand c'est nous, on n'a pas ce regard critique. Du coup, surtout quand on a l'habitude de rouler, on n'est plus aussi critique vis-à-vis de nous-mêmes. Et je pense qu'il faut quand même remettre ça en tête, c'est qu'on n'est pas tout puissant. Et on a beau connaître les rues, on a beau savoir dans quelle rue les voitures ont tendance à passer ou ne pas passer, il faut quand même faire attention constamment, faire cet effort-là. Parce que des fois, sur un truc, mais bidon, par exemple, vous parliez d'accident tout à l'heure, moi j'en ai esquivé un, mais sur un réflexe. C'est-à-dire que j'étais au niveau des hangars et il y a une porte qui s'est ouverte. Donc c'est une piétonne qui a failli me rentrer dedans en fait. Il y a une porte qui s'est ouverte et j'ai failli me prendre une porte. J'ai failli la prendre pleine balle en cargo il y a 2 jours de ça. C'est horrible. T'arrives lancé à 25 à l'heure, ouais. Avec un truc qui fait 80 kilos sur un... Mais là c'est les aménagements qui sont n'importe quoi. Ok, mais... Ouais. Je l'ai évité juste parce que je me suis déportée par réflexe sur le côté. Et le pire, c'est que la meuf m'engueule au final. C'est ni sa faute ni la mienne, mais il y a un moment, tu m'engueules pas. C'est l'aménageur qui a fait n'importe quoi, qui a fait qu'à un moment, la piste cyclable s'arrête pour laisser de la place à des places de parking. Mais moi, j'ai une image pour illustrer ce que tu dis, Sarah. On parle d'allée 4. Il y a beaucoup de comparaisons à faire avec les chats. Tu vois, la différence entre le coursier et le livreur à vélo, c'est le chat de rue et le chat d'appartement, si tu veux. Le chat des rues, il connaît les risques, il vit dans la rue. Et tout est anticipé parce qu'il sait exactement ce qui va se passer à ce moment-là. Et en fait, ce qui est important, c'est la marge que tu te laisses pour t'arrêter, pour réagir en cas de... etc. etc. Et il y a des habitudes, il y a des mimétismes qui se prennent, etc. Il y a des gens qui ne sont pas spécialement experts en mécanique, qui roulent avec des vélos, qui ne sont pas abîmés, qui sont des véritables poubelles et qui vont imiter la même chose que ce que toi tu fais, sauf que toi tu le fais avec le même entraînement que Djokovic qui va jouer au tennis, sauf que lui il a jamais joué au tennis, tu vois. Et lui il aura pas le même réflexe que toi, et lui la voiture il va se la prendre parce qu'il va se laisser surprendre, parce que il fait la même chose que toi, mais lui c'est pas son métier, il est pas professionnel de la route, quoi. Après c'est bon. C'est juste, après, je pense qu'il faut être un minimum humble, en fait. Maximum prendre conscience que, voilà, de l'humilité. Prendre conscience que nous, on est un être humain avec 4 membres, on pèse 70 kilos ou 80 kilos, tu vois, et que face à un mur en béton, t'es juste un insecte, tu vois. Donc après, bien sûr, des risques, il y en a, et juste, voilà, tu sais que tu pourras pas traverser une voiture avec ton corps de 70 kilos, tu vois. Il y en a qui cassent des pare-brises quand même avec leur coude. Ouais, mais bon, après, ils finissent avec des cicatrices. Des hématomes pendant une semaine. J'ai un petit élément de langage pour reprendre ce que disent les plateformes. Le code de la route, je n'ai enfreint aucune règle. J'ai modernisé l'usage pour répondre à la clientèle. C'est ça. Non, mais par contre, il faut en parler, effectivement. Un coursier qui respecte le code de la route, je n'ai jamais vu ça. Enfin, mais c'est impossible. Il y a des endroits... tout à l'heure, on parlait de grève. Il y a un mouvement de grève qui a été fait, un des tout premiers qui a été fait. C'est dit, tiens, on va faire une opération respect du code de la route, quoi. Et on se rend compte, tiens, il y avait un stop ici, tiens, il y avait un feu rouge. Enfin, on se rend compte qu'en fait, que tous les temps de livraison qui sont annoncés à l'application, tu dis, tiens, tu peux recevoir ta salade en 10 minutes, ton burger en 20 minutes, etc. En fait, tout ça, ça fonctionne pas parce qu'en fait, c'est calculé sur des temps qui sont complètement faux, sur le fait que le coursier va assassiner le code de la route. Et en fait, si le coursier veut vraiment gagner sa vie en respectant le code de la route,
il va gagner 3,42 $. La salade, elle ne sera pas livrée en 15 minutes. Non. On en parlait la semaine dernière par rapport au scooter, où on disait que est-ce que c'était plus... Non, il y a 2 semaines, pardon, où on se demandait si le scooter était plus intéressant que le vélo en ville, en centre-ville, intramuros. Et au final, non, parce que notamment par rapport à ce paramètre-là, où quand t'es en scooter, t'es quand même amené à respecter plus le code de la route, tu vois. Ouais, plus, j'ai dit plus, pas complètement. On les a vus sur Sainte-Catherine. Ouais, mais voilà, mais il y a des dérives. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu fais plus le coup en vélo qu'en scooter, parce que c'est grillé, un scooter, clairement, voilà. Et du c'est coup, parce que tu roules à vélo que tu dis ça, mais continue. Mais au final, voilà, ce qui est sûr, c'est que tu gagnes. Enfin, en tout cas, en centre-ville, c'est plus compliqué de ne pas respecter le code de la route en scooter plutôt qu'à vélo. En tout cas, moi, je remarque que de plus en plus en centre-ville, on voit de moins en moins de scooters et de plus en plus de vélos électriques. C'est pour ça, Ouais. C'est pour ça, parce que du coup, tu peux pas gagner ta vie. Tu peux pas gagner ta vie en respectant le code de la route. Par contre. Là, on va. Tout à l'heure, on parlait des trucs réglementaires, tu sais, par rapport au vélo, de la capacité de transport et tout ça. Il y a un truc qui est assez marrant, on l'a vu très récemment avec Uber. D'une manière détournée, ils se servent en fait des restaurants pour faire des pubs sur les réseaux sociaux en disant à leurs clients, aux consommateurs, on espère tous que la commande elle soit livrée par une moto, quoi, en fait. Ah oui, j'ai vu passer ça. Alors ça, c'est pour les restos qui sont vachement excentrés, du coup, et qui ont du mal à fédérer des coursiers pour venir chercher leurs commandes. Et c'est marrant, les plateformes, ce mode de communication qui passe par la pub, en fait, en disant ça serait cool que notre coursier il arrive en moto quand même, parce que comme ça on serait livré plus vite. Forcément, les consommateurs, c'est ce qu'ils attendent. C'est c'est logique. Après, il faut savoir que les mecs qui livrent en moto, par exemple, quand t'es coursier à vélo, tu te fous bien de sa gueule quand même. Il y en a qu'on a vu une fois à Place Ferrand dans la Phare, on était une quinzaine en terrasse. Le mec il a remarqué, mais nous on se tapait des barres, clairement. On était mais qu'est-ce que tu fais, genre, on avait précisé là au début de l'enregistrement pourquoi on est en vélo. On est en vélo parce qu'en fait c'est ce moyen de transport qui n'est pas soumis à capacité. Un jour, Uber est arrivé, a envoyé un mail en disant vous pouvez désormais effectuer vos livraisons à scooter. Génial. Bon, il y a quand même un petit astérisque, sous condition effectivement de passer la capacité. C'est une formation, je pense, qui dure une semaine, etc. Sauf qui coûte 1000 balles. Et qui coûte 1000 balles. Minimum. Sauf que voilà, c'est le petit point, la petite astérisque, personne ne lit jamais ce genre de choses. Et la plupart des gens, je pense même que c'est la grande majorité, à partir du moment où on leur a dit vous pouvez livrer en scooter, il y a ceux qui le faisaient déjà, et il y a ceux qui se sont dit on va le faire. Mais dans les faits, qui sont en règle vis-à-vis de la capacité, là il y a un problème, c'est-à-dire que tous ces gens-là qui sont en scooter, la grande majorité sont complètement en dehors des clous vis-à-vis de la loi, c'est-à-dire que leur scooter est assuré pour leur déplacement personnel, mais n'est absolument pas assuré pour leur déplacement professionnel. Un exemple tout bête, si un de ces livreurs en scooter, donc qui travaille pour une plateforme, renverse une gamine, imagine 10 000 € de frais d'hospitalisation ou pire, décès de l'enfant, il n'est pas assuré pour les dommages qu'il va causer à cette personne. Enfin, c'est extrêmement grave. Sauf que derrière, la plateforme se cache derrière l'idée qu'il y a une charte. Oh là là, il n'y a pas de subordination, vous êtes indépendant. Donc eux ne se donnent pas le droit, ils disent non, on ne peut pas contrôler le fait que vous êtes en scooter, on ne peut pas vous sanctionner. Donc en fin de compte, personne ne contrôle. On va passer à la suite. Je finis pas mon sujet ou parce que vous adorez me couper et vous adorez divaguer. Donc il y a un moment, je vais vous faire à manger un jour et vous allez avoir la chiasse. Je vous préviens. Vas-y, je t'en prie, Sarah. Du coup, je continue sur les possibles raisons de prise de risque des gens. Il y a du coup ce goût du risque, même si tu dis que c'est que si. Je parle pour moi, je parle de ce que je connais, je parle pour moi. C'est-à-dire que quand on roule tous les jours, j'imagine, mais même quand on roule pas forcément tous les jours, qu'on a besoin de ce travail-là, parfois on va aller travailler alors qu'on est dans un certain état d'esprit qui est destructeur malheureusement. Et quand on va rouler, en fait on en aura juste rien à foutre de se faire taper par une bagnole ou quoi que ce soit. Clairement en fait, même tu le cherches le truc, tu cherches le problème. Et à chaque fois que je suis sortie rouler dans cet état d'esprit-là, c'est des moments où j'ai eu un accident et où mon vélo était HS, mais vraiment complètement mort en fait. Et je me suis jamais vraiment énormément blessée, mais ça arrive. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans ce mindset où on veut juste en fait gagner sa vie, faire attention, on veut pas forcément mourir. Enfin voilà, je dis pas que j'ai envie bref. Mais juste que des fois on va être complètement inconscient. On va venir chercher ce risque et chercher ce coup de stress, ce coup d'adrénaline quand une voiture va nous frôler ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut forcément contrôler parce qu'on peut pas forcément se permettre de ne pas travailler quand on devrait s'empêcher d'aller travailler quand on est dans cet état d'esprit-là.
Du coup, ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Vas-y. Et les gens ne le voient pas forcément en plus de ça, mais c'est vrai que quand tu as sur la route une voiture qui te fait un coup de pute une fois, 2 fois, 3 fois, que tu as un restaurateur qui te parle mal, quand tu as un client qui te crache dessus, enfin, tu vois, j'exagère, mais au final, tu vois, même si tu démarres pas ta journée, voilà, même si tu démarres pas mal ta journée, tu as des journées de merde et qui, cumulées à la fatigue, parce que quand tu roules 70, 100 bornes dans la journée, à la fin, tu débranches, ton cerveau, clairement, il est dans le jus complet. Moi, personnellement, si je me trompe de rue régulièrement quand je livre, les gens ne savent pas voilà, mais sauf s'ils me voient sur le GPS. Mais voilà, je sais parce qu'au bout d'un moment, je sature en fait au niveau du cerveau. Quoi. Mais on est tous coursiers, malheureusement, on n'est quand même pas tous égaux sur le vélo. On n'a pas la même capacité physique, on n'a pas le même vélo, on fait pas ça pour les mêmes envies. Sauf que malgré tout, on a quand même tous un loyer à payer. Et donc, des fois, tu as des gens qui vont rouler 45 heures en vélo, qui vont très bien l'encaisser. Et t'en as qui sont au bout du rouleau, physiquement, moralement, techniquement, le truc est pété. Mais il faut quand même aller bosser. Parce que tu as besoin d'argent et tu n'as pas eu le temps de te reposer. Et c'est là que l'accident arrive, en fait. Ah, c'est complètement là. Ouais. J'ai pas dit que c'était forcément dû à cette activité. Enfin, cet état d'esprit ne vient pas forcément de l'activité en elle-même. Hein. Ça peut être complètement extérieur, un truc qui t'arrive dans ta vie et tu t'encaisses pas forcément. Même t'encaisses totalement, en fait. Juste, t'en as rien à foutre, c'est tout. Mais tu es quand même obligé d'aller bosser parce que tu as des... en tout cas pour Deliveroo ou avant pour Foodora, tu as des statistiques. Et si t'es pas allé bosser, si tu t'es inscrit, t'es pénalisé. Et si t'es pénalisé, ça veut dire que la fois suivante, peut-être tu pourras pas aller travailler. Donc t'es quand même obligé d'aller travailler. Ou s'il pleut, que les conditions sont dégueulasses, pareil, tu peux pas te désinscrire parce que t'es pénalisé. Donc t'es obligé d'aller rouler dans des conditions où t'as pas envie. Ouais, je rejoins un peu ce que dit Sarah, parce que c'est vrai que si je prends mon expérience, effectivement, moi je roule comme complément de revenu. C'est pour clairement me payer mes loisirs. Et une partie d'autres choses, mais voilà, c'est pas pour moi mon activité principale. Et c'est vrai que des fois, si j'ai besoin de me vider la tête, je vais faire Uber et ça va me vider la tête pendant 4 heures. Je vais mettre toute mon énergie dedans et je vais bourriner comme un porc sans forcément trop faire attention. Il y a aussi, il y a beaucoup. En fait, c'est vrai qu'on est dans un métier qui a beaucoup de charge mentale. Au fond, le physique, c'est effectivement une composante qui est importante pour nous parce que si le physique ne suit pas, on ne pourra pas faire 100 km pendant 5 jours. Mais je trouve que notre mental joue le plus en fait, sur notre état d'esprit. Si on va bien, on pourra enchaîner effectivement, comme tu le dis, 45 heures par semaine, sans problème. Mais il suffit qu'il y ait un truc de travers, qu'on se prenne effectivement 3 incidents sur le moment, une voiture qui dépasse d'un peu trop près ou quoi, pour que ça nous flingue et qu'on fasse n'importe quoi, voire même se dire parfois d'arrêter de rouler, quoi. Enfin, on est vraiment exposé à notre psychologie du moment. Et c'est pour ça qu'au final, y a un très important turnover, quoi. Parce que c'est pas fait pour tout le monde. Enfin, on te dit, mais tout le monde peut devenir coursier, ça demande rien du tout. Non, c'est un métier, c'est des compétences, c'est une capacité physique, c'est un vélo. Et t'as des gens qui explosent, qui se mettent en danger, qui arrêtent au bout de 3 mois, parce qu'ils sont pas faits pour ça, quoi. Je fais une dernière parenthèse avant qu'on enchaîne, si vous voulez. Parce que je suis étudiante et parce que les gens autour de moi savent que je suis coursière depuis plusieurs années maintenant, forcément, on m'approche pour savoir quelle démarche il faut faire pour faire la même chose. Et je leur dis aux gens, c'est pas forcément facile, crois pas que tu vas y arriver avec un vélo pareil, avec une condition physique pareille, t'es sûr de ce que tu dis, t'es sûr de ce que tu fais, tu veux vraiment faire ça que 2 semaines en plus, tu veux ouvrir une boîte, etc. Bref. Et c'est des gens en fait qui abandonnent au bout de quelques jours, même vraiment quelques jours. La dernière, elle a tenté une fois, c'est-à-dire qu'elle a ouvert une boîte, elle a pris un vélo, elle a commencé à bosser, elle a bossé une fois et elle a arrêté. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous capables de le faire. Et je suis pas en train de dire, je suis en train d'essayer de nous valoriser ou quoi. C'est juste qu'on a certaines compétences et surtout une certaine personnalité et une certaine niaque quelque part, une certaine volonté que tout le monde n'a pas. Donc on peut pas. Ouais, vas-y. C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est qu'en plus derrière ça, les plateformes ne te disent jamais que c'est un travail. Ils te disent c'est un complément de revenu. Donc le mec, il est 45 heures sur un vélo par semaine, mais c'est un complément de revenu, quoi. Qu'est-ce qu'il fait en autre complément d'activité ? Il est chauffeur Uber et c'est aussi un complément de revenu. Non, c'est un vrai travail en fait. Complètement. C'est dire que c'est un complément de revenu, c'est même nier le fait que c'est un travail, quoi. On passe à la suite avec qu'est-ce qu'on pense de l'avenir et qu'est-ce qu'on imagine de l'avenir. C'est parti. Paf, Nico Paf, qu'est-ce que tu penses de l'avenir et comment ça se profile à ton avis pour la suite ? Alors moi, vraiment, à titre personnel, là, ça n'engage que moi. Ouais.
comme je vous l'ai dit, c'est du monde commercial. L'ubérisation, aujourd'hui, c'est la grande distrib des commerçants. Donc les valeurs du travail, elles ont chuté. Les soi-disant histoires de régulation, comment ils appellent ça, d'interventionnisme et tout ça, moi, j'y crois pas du tout. En tout cas, clairement pas chez Uber. Donc, pour moi, l'avenir, déjà, il est de retrouver, comme on avait cité au départ, en parlant des coursiers new-yorkais, tu sais, ce côté un petit peu marginaux, mais tu vois, vraiment communautaire, tu vois, de réorganiser un petit peu tous ces gens-là qui aiment ce métier. Et du coup, d'arrêter avec les plateformes, parce que de toute façon, les prix sont en chute libre, ça ne va pas en s'améliorant. Les plateformes, c'est pas dans leur intérêt de mieux nous payer d'ailleurs. Donc voilà, pour moi, ça sera arrêté à terme avec les plateformes et de développer vraiment comme une vraie entreprise. Ça tombe bien parce que d'ailleurs, j'ai déjà mon statut de micro-entreprise, tu vois. Donc de développer mon business avec d'autres potes et voilà, et de recréer quelque chose, peut-être même quelque chose qui a plus de valeur que l'ubérisation. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, les plateformes se désengagent, se déresponsabilisent au maximum, que ce soit dans les relations avec leurs partenaires. Elles n'ont plus aucune relation humaine, c'est que du truc électronique, tu vois. Le client, quand il reçoit mal sa commande, il doit passer à batailler 1 heure avec un service client, tu vois. Donc voilà, moi je vais repartir sur un truc avec plus de valeur. Voilà, plus petit, mais peut-être plus efficace. Simon ? Alors moi, j'ai 2 choses à dire. Mon point de vue est encore plus radical que celui de Nico Paf. Concernant l'avenir des plateformes, moi je te parle à chaque fois de collapse. C'est-à-dire qu'on part sur l'idée d'une génération sacrifiée, quoi. D'un effondrement social. On va avoir des travailleurs hyper précaires, des mecs qui bossent. On n'a pas parlé de ça, mais les mineurs qui bossent avec des sous-locations de compte, des sans-papiers qui bossent avec des sous-locations de compte, des travailleurs qui vont travailler 40-50 heures par semaine pour 1 000 € par mois. On est en train de développer vraiment une génération de misérables, quoi. C'est vraiment sur les misérables du XXIe siècle, parce que clairement, là, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Et ça arrange tout le monde, Tu parlais de déresponsabilisation. Les livreurs sont déresponsabilisés, les plateformes s'en déresponsabilisent, et les pouvoirs publics, il vaut mieux faire ça que vendre de la drogue. Donc voilà, l'avenir, c'est ce que dit Nico. Je finis juste là-dessus, mais c'est la voie que j'ai choisie maintenant. Enfin, je travaille maintenant avec les coursiers bordelais, qui est une coopérative. Et là, effectivement, le but, c'est de relocaliser, c'est de retravailler en direct, c'est de repartir sur une économie qui est beaucoup plus éthique, qui n'est pas du tout celle des plateformes. Ça, Paulin, vas-y, je t'en prie. Ouais, alors, moi, en tant que jeune, parce que je pense que je suis le plus jeune à cette table, j'ai pas ce point de vue-là. Mais c'est pas forcément un point de vue qui va vous plaire. Je pense qu'aujourd'hui, ça convient à beaucoup de gens d'être flexible. Ça convient à beaucoup de gens d'être son propre patron. Les jeunes générations n'ont plus ce rapport au travail qu'avaient d'autres générations plus anciennes, d'être astreint à des missions particulières, de travailler à un bureau 8 heures par jour. Je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai besoin de liberté chez ces jeunes générations, qui n'est pas présent dans toute cette génération, mais il y a une partie de cette population qui a envie de travailler dans un cadre très libre. Ça se retrouve dans d'autres modes de travail, le télétravail, ça se retrouve avec des personnes qui bossent à l'autre bout du monde pour des missions comme ça. Et pour moi, il ne faut pas voir le diable partout. C'est pas cette forme de travail qui est mauvaise, c'est la manière dont on la réalise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, Uber, Deliveroo nous exploitent les failles du système. Ces plateformes travaillent dans des zones grises sur le plan de la législation parce que ça les arrange, ça leur permet de ne pas payer de taxes, ça leur permet de ne pas cotiser pour la sécurité sociale, ça leur permet de ne pas nous reverser le moindre péco de trop. Pour autant, ça arrange énormément de personnes de pouvoir travailler un petit peu à côté de ses études pour avoir un complément de revenu. Ça arrange beaucoup de personnes de travailler à temps plein pour d'être payés pour faire quelque chose qu'ils aiment, parce que mine de rien, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui font cette activité parce qu'ils aiment faire du vélo, ils aiment ce contact.
La communauté qui reste aussi. Ils aiment aussi, voilà, on fait des rencontres. Enfin, aujourd'hui, avec Premier Cercle, moi, je me suis fait des amis. Je suis content de découvrir des gens tous les jours. Et je suis content de monter sur mon vélo pour travailler, même si les conditions de travail se dégradent. Et effectivement, comme tu le dis, effectivement, c'est génial d'avoir des petites coopératives qui se développent petit à petit. Je pense qu'on est dans une vraie phase charnière en fait du code du travail. Je pense qu'on passe d'un modèle ancien, le modèle de l'ouvrier, le modèle de l'employé, et à un modèle plus libre. Faut pas voir ça comme une régression, je pense, mais comme une adaptation. Et cette adaptation nécessite des années. On est aujourd'hui en train de la réguler un petit peu. Je te laisse la parole dans une minute, Simon. Ouais, si on mais je vois que devoir s'arrêter là juste après. Ok. Ouais. Bon, je vais faire vite. Je pense qu'on va prendre quelques années pour s'adapter, mais qu'on va essayer d'y arriver. Et aujourd'hui, le modèle de la coopérative est excellent et je pense qu'il va pouvoir se développer petit à petit. Okay. En 2 mots, Simon. Je te réponds très vite parce que j'ai les dents là qui ont complètement grincé dans ce que tu viens de dire. Parce que je suis un peu plus âgé que toi, je sais plus quel âge t'as, mais j'ai un peu 10 ans de plus que toi. J'ai inauguré ce statut à l'époque d'auto-entrepreneur. Je te parlais de ce qu'on appelle les slashers, qui sont ces travailleurs qui aiment bien passer ça, parce qu'on aime bien la flexibilité, parce qu'on n'a pas envie de faire des plans de carrière, parce qu'on veut pouvoir se coucher le soir sans avoir à penser au lendemain. Est-ce que vouloir ce mode de vie qui est aussi le mien, qui sont aussi mes choix, est-ce que ça justifie de se désintéresser complètement du statut qui est associé à ce truc-là? Et je te donne un exemple. Moi, quand on a travaillé en auto-entrepreneur, quand on a commencé à travailler là-dessus, c'est pas parce qu'on était travailleur auto-entrepreneur sans droit associé au droit du travail qu'on acceptait de travailler pour aussi peu. Moi, à l'époque, on refusait de travailler sous 16 € de l'heure. Là, aujourd'hui, on a des gens qui acceptent, qui disent « Oh ben moi, ça me va, je peux bien travailler pour 9 € de l'heure. Oh ben moi, pour 8, ça va. Oh non, en dessous 12, ça me va pas. » Et en fait, si derrière les pouvoirs publics il y a un siècle, ou je sais pas combien de temps, décide d'installer un salaire minimum, c'est pour protéger les gens contre les gens qui acceptent de travailler pour moins que rien. Parce que là, qu'est-ce qui t'empêche avec l'Union européenne d'avoir un travailleur polonais qui gagne 400 € dans son pays, qui va dire « Ah ben je gagne 500 € ici, ah ben c'est vachement bien ». T'es pas protégé contre ça. Et donc là, effectivement, t'es obligé de te bouger un petit peu pour dire que ces conditions, ce que tu veux, tu es quand même un petit peu obligé de le défendre parce qu'en tous les cas, personne ne va le faire à ta place. D'accord, merci Simon pour le petit mot de la fin. Le podcast du Premier Cercle, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie Radio Paul Bert de nous avoir accueillis, c'est un régal. Vous nous lisez, nous écoutez comme d'habitude, sinon sur Telegram, Facebook et YouTube. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine sur ces plateformes. En attendant, prenez soin de vous et ride safe. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Salut.